Je m'appelle Bridget Cole, j'ai 35 ans, je suis responsable marketing à Lincoln, dans le Nebraska, et je vis une vie que j'ai construite de toutes pièces. Ce jour-là, lors d'une réunion matinale tendue au travail, mon téléphone a vibré sur la table, me déconcentrant. Un SMS de ma sœur s'est affiché. Envoie-moi $2800 pour le bal de promo. Je suis resté figé, la mâchoire serrée. $2800 pour une robe et une soirée. J'ai répondu, débrouille-toi pour gagner cet argent. Quelques minutes plus tard, la réponse de mes parents a été un véritable coup de massue. Paye ou quitte la famille. Mon cœur s'est emballé. Pendant des années, je leur avais envoyé de l'argent, pensant que c'était uniquement pour les urgences. Mais là, c'était un ordre, financer le bal de promo de ma sœur ou être rejeté. La colère m'a envahi, mêlée à une autre, plus amère encore, la douloureuse prise de conscience qu'il m'avait peut-être tenue pour acquise bien plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Ce soir-là, après des heures d'hésitation et à repasser leurs mots en boucle dans ma tête, j'ai pris une décision. Mes doigts ont hésité, puis j'ai appuyé sur « Annuler, annuler, tout annuler ». Le lendemain matin, à 7h30, mon monde s'était effondré. Et peu après, j'ai découvert une vérité tellement choquante que vous aurez du mal à le croire. Si vous avez déjà subi une pression familiale similaire, partagez votre expérience dans les commentaires. J'aimerais savoir comment vous avez géré la situation. Et restez connectés, d'autres histoires vraies comme la mienne arrivent bientôt. Pour comprendre pourquoi le message de ma sœur m'a tant choqué, il faut que vous connaissiez ma famille. J'ai construit ma vie à partir de rien. Sans aumône, sans raccourci. En grandissant, j'ai appris très tôt que le travail acharné était mon seul espoir. Mes parents ne l'ont jamais vu ainsi. Ma mère et mon père ont tout misé sur ma sœur, leur enfant chéri, la Benjamine de la famille. J'avais 17 ans à sa naissance, je me débrouillais déjà seul, je cumulais les petits boulots pendant qu'ils adoraient le moindre de ses caprices. Ma mère, toujours celle qui prenait les décisions, et mon père, son soutien discret, vivaient au-dessus de leurs moyens. Ils achetaient à ma sœur des vêtements de marque, organisaient des fêtes d'anniversaire somptueuses et finançaient même ses escapades de week-end avec ses amis malgré leurs finances précaires. Leur maison dans la banlieue de Lincoln était un gouffre financier, nécessitant constamment des réparations qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Pendant ce temps, je galérais pour financer mes études, jonglant avec 2 emplois, déterminé à joindre les deux bouts. À 25 ans, j'ai décroché mon premier emploi dans le marketing. À 30 ans, je gérais des campagnes pour de grands clients et vivais confortablement seul, sans aucune obligation. Mes parents me considéraient comme leur filet de sécurité. Il y a 4 ans, j'ai ouvert un compte joint familial pour les aider à payer les factures, l'électricité, l'eau, les courses et les dépenses essentielles. Je pensais bien faire, pour les soulager de leur stress. J'étais trop occupé pour le surveiller de près, supposant qu'il l'utiliserait de manière responsable. Ma sœur, en revanche, a grandi en s'attendant à tout recevoir sans effort. À 18 ans, elle était déjà accro aux robes à $500, au dîner à $200, et j'en passe. Mes parents l'ont encouragée, puisant dans leurs économies pour la rendre heureuse. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave jusqu'à maintenant. Je me suis toujours sentie à part, celle qui devait faire ses preuves alors que ma sœur avait carte blanche. Ma mère disait, « Elle est jeune. Laisse-la profiter de la vie. » Mon père se contentait d'acquiescer. Je me suis faite discrète, j'ai construit ma carrière et j'ai envoyé de l'argent quand ils me le demandaient. Mais ce compte que j'ai ouvert a été ma plus grosse erreur. Je leur ai fait confiance. Je pensais qu'ils en avaient besoin pour les dépenses essentielles. Avec le recul, je vois les signes des nouveaux bijoux sur ma sœur. Les excuses vagues de ma mère pour les dépenses imprévues. J'aurais dû me poser des questions plus tôt. Toute ma vie, j'ai été celle qui menait la danse, celle qui réparait leurs bêtises. Et pourtant, c'est vers moi qu'ils se tournent quand je dis non. En grandissant, j'entendais la voix sèche et méprisante de ma mère quand je lui demandais de l'aide. « Allez, Bridget. » Mais quand il s'agissait de ma sœur, il laissait tout passer. Je me souviens de son 10e anniversaire, $2000 pour une fête de princesse, alors que je travaillais les week-ends pour payer ses manuels scolaires. Mon père a dit un jour qu'elle était notre 2e chance de bien faire les choses. Ça m'a blessé, mais j'ai ravalé ma salive et j'ai continué à me battre. Les exigences de ma sœur devenaient de plus en plus extravagantes chaque année. Nouveau téléphone, billets de concert, virée shopping. Mes parents n'ont jamais sourcillé, même quand leur compte bancaire était à découvert. Je pensais bien faire en ouvrant ce compte, mais j'étais aveugle à la façon dont ils l'utilisaient. J'ai passé des années à prouver que je n'avais pas besoin d'eux pour construire une vie dont je sois fier. Ma sœur, en revanche, n'a jamais eu à lever le petit doigt. Mes parents s'en sont assurés, quel qu'en soit le prix. Et moi, c'est moi qu'ils attendent à payer. Ce jour-là, je travaillais quand mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt.
Le SMS de ma sœur est apparu sur l'écran. Il me faut 2800 $ pour le bal de promo. Envoie-les tout de suite. J'étais furieuse. 2800 $ pour un bal de promo. Pour une robe qu'elle ne porterait qu'une fois et une limousine pour frimer, ai-je répondu, les doigts tremblants d'irritation. Pas question. Trouve-toi un boulot et gagne-le toi-même. J'ai appuyé sur envoyer, m'attendant à ce qu'elle boude. Peut-être même à une réponse géniarde. Au lieu de ça, mon téléphone a sonné quelques secondes plus tard. Sa voix était stridente, dégoulinante de justification. Tu mente egoiste, Bridget. Ce n'est que le bal de promo. Pourquoi tu ne peux pas m'aider? J'ai serré le téléphone plus fort et me suis forcé à rester calme. Tu as 18 ans, ai-je dit. Beaucoup de jeunes travaillent à temps partiel pour le bal. Essaie. Elle a ricané d'un ton venimeux. Tu ne comprends pas. Je le mérite. Avant que je puisse répondre, elle a raccroché, me laissant fixer un écran noir, l'estomac noué. Le mérite. Depuis quand mérite-t-elle mon argent? J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais ces mots résonnaient sans cesse dans ma tête. J'avais passé des années à prouver que je pouvais me débrouiller seule, tandis qu'elle, tout lui était offert sur un plateau. L'injustice me piquait, me rappelant cruellement chaque fois que mes parents la choisissaient à ma place. Je me souvenais d'avoir demandé 50 $ pour un voyage scolaire à 16 ans et d'avoir entendu ma mère siffler. On n'a pas les moyens. Pourtant, ma sœur recevait 200 $ pour des billets de concert sans sourciller. À midi, j'ai de nouveau entendu sa voix, cette fois-ci à travers un message vocal qu'elle n'avait pas l'intention d'envoyer. « Maman, papa, Bridget est impossible », a-t-elle murmuré. « Dis-lui de payer. » Je me suis figé, l'imaginant arpenter leur salon de banlieue, jouant la victime comme toujours. Quelques minutes plus tard, le SMS de ma mère m'a transpercé comme un couteau. « Paye le bal de promo de ta sœur ou ne fais pas partie de la famille. » Le message de mon père a suivi, bref et glacial. « Fais ce qu'il faut, Bridget. » Mes mains tremblaient en le relisant. Ce qu'il fallait? Je leur avais pourtant envoyé des milliers de dollars au fil des ans. 1000 $ pour leur hypothèque, 2000 pour les urgences et d'innombrables petites sommes pour payer leurs factures. Et maintenant, ils menaçaient de me couper les ponts à cause d'une robe de bal. J'ai senti une oppression dans la poitrine, un mélange de colère et de trahison. Ce n'était pas qu'une question de bal. Quelque chose clochait, je le sentais au plus profond de moi. J'ai rappelé ma sœur, espérant y voir plus clair. Pourquoi est-ce si grave? Ai-je demandé, la voix calme malgré la colère qui bouillonnait en moi. Demande à papa et maman, a-t-elle répondu rapidement. Ils ont dit que tu devais payer. C'est mon droit. Son droit. J'ai failli rire de l'absurdité de la situation. Vous n'avez aucun droit sur mon argent, ai-je dit. Grandis un peu, a-t-elle hurlé. Tu es en train de tout gâcher, et elle a raccroché. Assise là, le cœur battant la chamade, je repassais en boucle chaque conversation, chaque excuse vague que ma mère me donnait quand je lui envoyais de l'argent. On a des difficultés, Bridget. Elle disait toujours que sa voix était trop rapide, trop apprise. Les rares appels de mon père se terminaient toujours de la même façon. Tu peux nous aider? Je ne m'étais jamais posé la question. Trop prise par le travail, trop confiante en ma famille. Cet après-midi-là, je faisais les 100 pas dans mon bureau, ignorant mes emails, l'esprit en ébullition. Le droit de ma sœur à l'argent n'était pas nouveau, mais cette demande-ci me paraissait différente, plus audacieuse, presque préméditée. J'ouvris mon application bancaire et fis défiler des années de virements sur ce compte familial. Des milliers de dollars envoyés sans poser de questions. 1500 $ par-ci, 800 $ par-là. Toujours avec la promesse que c'était pour les besoins essentiels. Les excuses de ma mère résonnaient encore. La voiture était tombée en panne ou nous traversions une période difficile. Je croyais qu'ils pensaient que je les aidais. Maintenant, leurs menaces sonnaient comme un discours qu'ils avaient répété des heures et des heures. J'envoyais un SMS à ma mère. Pourquoi est-ce que le bal de promo mérite qu'on me frappe? Pas de réponse. J'essayais avec mon père. Explique-moi ça, papa. Silence. Leur refus de répondre ne fit qu'accentuer l'angoisse qui me prenait à la gorge. Je me suis adossé et j'ai fixé mon téléphone, réalisant l'ampleur de leurs paroles. Ils ne se contentaient pas de réclamer de l'argent. Ils me harcelaient, se servant de ma famille comme d'une arme. J'ai repensé au compte joint, celui que j'avais ouvert pour les aider. Je ne l'avais pas consulté depuis des années, trop prise par les échéances et les réunions. Qu'en avait-il fait? L'explosion de colère de ma sœur, les menaces fulgurantes de mes parents. Ce n'était pas qu'une histoire de robe. C'était bien plus grave, et j'en avais assez de leur jeu. Après le message de mes parents, j'ai reçu une notification bancaire inhabituelle. C'était mardi en fin d'après-midi, et ma boîte mail a vibré. Un email de la banque qui gérait notre compte familial commun.
L'objet criait à l'urgence, notification de transaction importante. Mon cœur s'est serré en l'ouvrant. Un virement de 5000 $ avait été effectué le matin même sans mon autorisation. Je suis resté planté devant l'écran, le cœur battant la chamade. 5000 $ sur le compte que j'avais ouvert pour les aider à payer leurs factures, pas pour financer des retraits mystérieux. Mes pensées se sont tournées vers les menaces de mes parents, leur insistance à ce que je paie le bal de promo de ma sœur. Ce n'était pas un hasard. J'ai immédiatement appelé ma sœur, espérant une explication. Que se passe-t-il avec le compte familial? Ai-je demandé d'une voix ferme. Sa réponse fut évasive, son ton sec. Je ne sais pas. Demande à papa et maman, a-t-elle sifflé. Pourquoi es-tu toujours aussi suspicieuse? Ai-je insisté. 5000 $ ont disparu. Tu sais quelque chose? Elle a ri froidement, d'un air méprisant. Tu t'inquiètes pour rien. Ce n'est probablement rien. Puis elle a raccroché, me laissant furieuse. Son refus de répondre n'a fait qu'accroître mes soupçons. Elle ne cherchait pas simplement à esquiver les questions. Elle cachait quelque chose. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'avais besoin de réponses. Et je savais que je ne pouvais pas faire confiance à ma famille pour me les donner. C'est alors que j'ai contacté Helen Ward, mon amie et avocate qui travaillait dans le même bureau que moi, dans mon agence de marketing. Je lui ai envoyé un texto. On peut parler? C'est urgent. Elle a répondu en quelques minutes et m'a proposé de nous voir à son bureau le soir même. À 18h30, j'étais assise en face d'Hélène, son bureau croulant sous les documents juridiques. Je lui ai expliqué l'alerte bancaire, le détournement de fonds de ma sœur et les menaces de mes parents. Il y a un problème avec le compte familial, ai-je dit, la voix étranglée par la frustration. Je dois savoir ce qu'ils en font. Hélène a hoché la tête, le visage calme mais concentré. Commençons par consulter les informations du compte, a-t-elle dit en ouvrant son ordinateur portable. Elle s'est connectée au portail de la banque avec les identifiants que je lui avais fournis. Ses doigts se sont mis à taper rapidement. En quelques minutes, elle a trouvé une série de transactions que je n'avais pas vues depuis des années. Il y a plusieurs retraits importants, a-t-elle dit en fronçant les sourcils. Certains à des créanciers, d'autres à des particuliers. Je me suis penché en avant, l'estomac noué. Des créanciers, des commerces? Quel genre de commerce? Ai-je demandé. Hélène a parcouru les entrées. Magazines de luxe, boutiques. Des bijoux, même une agence de voyage. Mes pensées s'emballaient. Il ne s'agissait pas de factures ou de courses. Hélène continuait de fouiller, sortant les relevés bancaires de l'année précédente. Il semble que vos parents aient utilisé ce compte pour rembourser des dettes, dit-elle. Des cartes de crédit, un prêt auto, et même un deuxième prêt hypothécaire. Un sentiment de trahison m'envahit. Des dettes. Ils n'avaient jamais mentionné de deuxième prêt hypothécaire. Je me souvenais de leur conversation, toujours accompagnée d'une demande d'aide pour couvrir les dépenses imprévues. J'avais envoyé de l'argent sans poser de questions, pensant que je m'en sortais. Maintenant, je voyais la vérité. Ils avaient vidé le compte pour maintenir leur train de vie. Puis Hélène désigna d'autres transactions. Elles sont moins importantes, mais régulières, dit-elle. Des paiements à des magasins de vêtements, des restaurants, et même une organisatrice de bals de promo. Une organisatrice de bals de promo. La demande de 2800 $ de ma sœur me traversa l'esprit. Ils ont financé ces dépenses, dis-je d'une voix à peine audible. Elle Il semble que vos parents aient utilisé votre argent pour rembourser leurs dettes et donner à votre sœur tout ce qu'elle voulait. Je me suis adossé, abasourdi. Pendant toutes ces années, j'avais cru subvenir à leurs besoins essentiels. En réalité, je finançais leurs mensonges. Je suis sorti du bureau d'Hélène avec un mauvais pressentiment. Mes parents ne se contentaient pas de me mettre la pression pour que je trouve de l'argent pour le bal de promo. Ils dissimulaient une fraude. Il me fallait davantage de preuves. Mais une chose était claire, je ne pouvais pas laisser les choses continuer ainsi. Le lendemain, je suis retourné au bureau d'Hélène. La pièce était faiblement éclairée, son bureau croulant sous les dossiers, mais le regard d'Hélène restait perçant. Elle m'a tendu une liasse de documents, l'air grave. Voici les relevés bancaires, a-t-elle dit. Ça ne va pas te plaire. J'ai eu un haut-le-cœur en parcourant la première page. En 4 ans, 100 000 $ avaient été retirés du compte familial commun sur lequel se trouvait mon argent. Ils avaient dilapidé tout mon argent sans un mot. Un sentiment de trahison m'a envahi. Je leur avais fait confiance, je croyais les aider dans leurs difficultés. Au lieu de cela, ils m'avaient ruiné. Hélène a pointé du doigt les relevés de transactions. Vos parents ont effectué des dizaines de virements importants, a-t-elle dit en feuilletant les pages. Certains ont servi à payer des sociétés de cartes de crédit, d'autres un prêt automobile, et même une deuxième hypothèque dont ils ne m'ont jamais parlé. J'ai senti une boule se former dans ma gorge.
Une deuxième hypothèque. Ils avaient toujours dit que la maison était presque payée. Puis elle m'a montré une autre section, des retraits moins importants, mais constamment dans des magasins, des bijouteries et une agence de voyage pour les voyages de ma sœur. Les frais du bal de promo aussi, a ajouté Hélène, en enregistrant un paiement de $3 000 à une organisatrice d'événements haut de gamme. La demande de $2 800 de ma sœur a soudainement pris tout son sens. Elle avait été élevée comme si mon argent lui appartenait. Je me suis adossé, l'esprit tourbillonnant. Chaque appel de ma mère, chaque appel à l'aide, tout cela m'a traversé l'esprit. J'avais envoyé des milliers de dollars, croyant que c'était pour les besoins essentiels, les courses, l'électricité, l'eau, leur survie. Maintenant, je voyais la vérité. Ils m'avaient utilisé pour financer leurs dettes et le train de vie fastueux de ma sœur. Comment avait-il pu faire ça? Ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour Hélène. Elle a secoué la tête. Les gens justifient tout quand ils sont désespérés. Ces mots m'ont blessé, mais ils étaient vrais. Je savais ce que je devais faire. Le lendemain matin, mercredi, j'ai appelé la banque et je leur ai demandé de clôturer le compte joint. Cela a pris 10 minutes, mais chaque étape était comme une libération. J'avais passé des années à m'enliser dans leurs problèmes, et maintenant, c'était fini. Le compte bloqué, j'ai écrit un courriel à mes parents et à ma sœur, bref et froid. Le compte joint est clôturé. Je sais qu'il y a $100 000. Plus d'argent. J'ai cliqué sur « Envoyer », les mains fermes, mais le cœur lourd. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était une question de confiance, et il l'avait brisée. Quelques heures plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ma sœur a crié la première, sa voix mêlant panique et colère. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle hurlé. « On a besoin de ce compte. » Je suis resté calme, même si mon cœur battait la chamade. « Tu en as besoin pour quoi faire? » Encore des robes de créateur, ai-je demandé. Elle a ricané, puis a hurlé. « Tu es en train de détruire notre famille. » Et a raccroché. Le texto de ma mère est arrivé ensuite, un véritable mur de mots. « Comment oses-tu nous accuser? On avait besoin de cet argent pour survivre. Survivre grâce à des vacances de luxe et des organisateurs de bals de promo. » Le message de mon père était plus court, mais tout aussi désespéré. « Bridget, réfléchis à ce que tu nous fais. » Je n'ai pas répondu. Leurs excuses sonnaient creux. J'ai appelé Hélène pour la tenir au courant. « Il panique ?» ai-je dit, la voix tremblante, entre colère et soulagement. Elle n'était pas surprise. Ils ont peur parce que leur filet de sécurité a disparu. Elle a dit, « Tu as bien fait. » Je n'en étais pas si sûre. Fermer le compte me procurait un sentiment de liberté, mais c'était aussi comme perdre la famille que j'avais essayé de préserver pendant des années. Leurs mensonges avaient tout changé, et je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Une semaine plus tard, j'ai pris la voiture pour aller chez mes parents, dans la banlieue de Lincoln. Mes mains crispées sur le volant, un dossier de documents bancaires à mes côtés, je sentais le poids de ce que j'allais faire peser sur ma poitrine. J'avais passé des jours à me préparer, à repasser en boucle les conclusions d'Hélène. $100 000 retirés du compte joint en 4 ans, un détail parmi d'autres. $50 000 de dettes accumulées par mes parents. Aujourd'hui, j'allais les affronter et tout leur dire. Plus de mensonges. J'entrais dans leur salon, l'atmosphère était lourde de tension. Ma mère était assise sur le canapé, les yeux déjà plissés. Mon père se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, impassible. Ma sœur, affalée dans un fauteuil, fixait son téléphone, évitant mon regard. Je ne perdis pas une seconde. Je sais tout ce que j'ai dit. Je déposai le dossier sur la table basse. Le compte que j'avais ouvert pour vous aider. Vous avez pris $100 000 et vous êtes criblé de dettes à hauteur d'un demi-million. J'étalai les documents, relevés bancaires, historiques de transactions, preuves. De leurs dépenses. Des paiements par carte de crédit, un prêt auto, une deuxième hypothèque qu'ils avaient dissimulée, et pire encore, des milliers de couronnes englouties dans les vêtements de marque et les voyages de ma sœur. Le visage de ma mère se crispa, mais pas de culpabilité. « Comment as-tu pu fouiller dans nos affaires privées ?» siffla-t-elle, la voix tremblante. « C'est la famille. » Je sentis une vague de colère m'envahir. « La famille ?» Je leur avais tout donné et ils avaient profité de moi. « Tu m'as menti » dis-je d'une voix ferme malgré la douleur. « Tu as dit que c'était pour payer les factures et survivre. Au lieu de cela, tu finançais son train de vie. » Je désignai ma sœur du doigt, qui refusait toujours de lever les yeux. Mon père s'avança, le ton sec. « Tu ne comprends pas, Bridget. On n'avait pas le choix. Les dettes s'accumulaient. Tu étais censé nous aider. » Je le fixai, abasourdi. « Tu nous aurais aidés ? J'envoyais des milliers chaque année, dis-je. Et tu les as gaspillés. Pour des choses que tu ne pouvais pas te permettre. » Ma mère éclata en sanglots, qui ruisselaient maintenant sur mes joues. «
Tu esteyamente egoíste. Nous avons fait ça pour elle, pour l'avenir de ta sœur. Je regardais ma sœur, m'attendant à une défense, à des excuses. Elle resta silencieuse, le visage impassible, laissant nos parents mener leur combat. Ce silence était plus blessant que leurs mots. Elle n'était pas seulement complice, elle avait droit à tout. La voix de mon père s'éleva. « Tu ne peux pas nous abandonner, » dit-il, les yeux brillants. « Nous sommes ta famille. Tu nous dois quelque chose. Tu leur dois quelque chose. » L'audace me brûlait la gorge. « Je ne vous dois rien, » dis-je, la voix encore plus forte. J'ai fermé le compte. Plus d'argent. Tu es seul. Ma mère haleta, se tenant la poitrine comme si je l'avais frappée. Tu nous abandonnes, s'écria-t-elle. Ma sœur leva enfin les yeux, la panique lui fulminant, mais elle ne dit rien. Je soutins leur regard, refusant de céder. Vous m'avez abandonné en premier, dis-je. Vous avez abusé de ma confiance, de mes économies pendant des années. La pièce explosa de rire. Ma mère hurla de loyauté. Mon père m'a accusé de trahison, et ma sœur est restée assise, silencieuse, comme si de rien n'était. J'ai rassemblé les documents, les mains tremblantes de colère et de soulagement. C'est fini, ai-je dit, et je me suis dirigé vers la porte. Leurs voix m'ont suivi dans un cœur de colère et de désespoir, mais je ne me suis pas retourné. Je leur avais donné une chance de s'expliquer, et je n'avais eu droit qu'à des reproches. C'en était fini de leur emprise. Après la réunion, je suis rentré chez moi et j'ai pris ma décision finale. Le poids de la trahison de ma famille était lourd, mais je savais ce que je devais faire. J'avais déjà clôturé le compte joint, mais ce n'était pas suffisant. J'ai ouvert mon téléphone, bloqué les numéros de mes parents et filtré leurs emails comme spam. Puis ce fut le tour de ma sœur. Chaque pression sur un numéro était comme couper un fil auquel je m'accrochais depuis des années. C'était douloureux, mais cela me donnait aussi une force tranquille. J'en avais fini d'être leur pilier financier. Des mois ont passé, et j'ai appris la nouvelle par un cousin éloigné. Mes parents avaient déposé le bilan. Leurs 500 000 $ de dettes, cartes de crédit, prêts, et cette hypothèque cachée, les avaient anéantis. Leur maison dans la banlieue de Lincoln, celle qu'ils croyaient presque entièrement payée, avait disparu. J'imaginais les déménageurs emportant leurs meubles. Ma mère pleurait, mon père avait le regard vide. Une partie de moi les regrettait, mais une autre partie restait indifférente. Ils avaient bâti ce désastre avec mon argent pour retarder l'inévitable. Je leur avais donné des chances, et ils les avaient gâchées. Ma sœur était confrontée à ses propres responsabilités. Sans les cadeaux de mes parents, elle devait mûrir très vite. Ma cousine m'a dit qu'elle avait trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin de vêtements, à plier des chemises et à appeler les clients. Je l'imaginais derrière un comptoir, obligée de gagner ce qu'elle m'avait autrefois exigé. La jeune fille qui pensait que 2 robes de bal talons à 800 $ lui étaient dues apprenait à se débrouiller seule. Je ne ressentais aucun triomphe, juste un soulagement doux amer. Peut-être qu'un jour elle comprendrait ce que j'avais essayé de lui apprendre. Pour ma part, j'ai trouvé une nouvelle forme de paix. Les conversations incessantes, la culpabilité, les exigences, tout avait disparu. Je me suis concentré sur ma vie, ma carrière, mes économies. J'ai commencé une thérapie pour démêler les années de manipulation et reconstruire la confiance en moi que ma famille avait détruite. Poser des limites n'a pas été facile. Cela signifiait renoncer à l'espoir qu'ils changent, qu'ils me voient comme plus qu'un compte en banque. Mais cela signifiait aussi la liberté. J'ai appris à dire non pour protéger mon avenir, pour ne plus laisser leur chaos me définir. Avec le recul, toute cette épreuve m'a appris une chose importante. La famille n'est pas une obligation. L'amour ne devrait pas avoir de prix. J'ai passé des années à croire que je devais les sauver, que leurs problèmes étaient les miens. J'avais tort. Poser des limites, reprendre le contrôle de mes finances et m'éloigner de cette toxicité, voilà ce qui m'a sauvé. Si vous êtes dans un cycle similaire, sachez ceci, vous ne devez votre sécurité à personne. Protégez-vous d'abord. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une question de survie. À tous ceux qui m'écoutent, merci de suivre mon histoire. Le chemin a été difficile, mais la partager m'aide à guérir. J'aimerais beaucoup entendre vos expériences. Avez-vous déjà dû poser des limites à votre famille? Laissez un commentaire ci-dessous et nous en discuterons. Si cela vous parle, abonnez-vous et suivez-moi pour découvrir d'autres histoires vraies. Votre soutien est précieux.